Bonjour, c'est Jean Descartes, bienvenue au cœur de l'histoire. Il y a 120 ans, le 19 juillet 1900, la première ligne de chemin de fer métropolitain, le métro parisien, était inaugurée. C'était la ligne numéro 1 Maillot-Vincennes, aujourd'hui prolongée jusqu'à la Défense. Paris était très en retard. À Londres, il avait été inauguré en 1863 sous le règne de Victoria et à Budapest, en 1896, François-Joseph, empereur d'Autriche et roi de Hongrie, avait tenu à payer son billet lors de la mise en service de la première ligne. Ces métros étaient alors à vapeur, celui de Paris est électrique. Le métropolitain est la nouvelle merveille de l'exposition universelle de 1900 qui attire plus de 50 millions de visiteurs malgré la canicule. En ce jour inaugural, du 19 juillet, le thermomètre indique 38 degrés à l'ombre. Les tunnels du métro, comme on l'appelle déjà, sont un endroit idéal pour se rafraîchir. Les premiers voyageurs sont curieux de découvrir le résultat de 3 ans de travaux gigantesques. On n'avait pas vu cela depuis ceux du préfet Haussmann pour transformer Paris selon la volonté de Napoléon III. En 1897, les adversaires de ce moyen de transport souterrain s'alarmaient, un peu comme ceux redoutant le chemin de fer il y a 60 ans. Cette fois, on craint des pneumonies à cause des suintements d'eau dans les tunnels et des électrocutions à cause du mode de traction. Toutefois, Louis Barthou, alors ministre des Travaux publics, avait classé le métropolitain comme entreprise d'intérêt local et confié les travaux à la ville de Paris. Initialement, la ligne devait être inaugurée 5 jours plus tôt, le 14 juillet. Mais le préfet de police, M. Lépine, craignant une grande manifestation, a fait retarder la date au 18. Une importante délégation avec le ministre des Travaux publics et le préfet de la Seine est montée dans la première rame qui a roulé de la porte Maillot à la porte de Vincennes. Aujourd'hui, le public payant peut s'engouffrer dans le sous-sol de la capitale. Une aventure digne des prédictions de Jules Verne. Elle est le résultat de la volonté d'un homme né en 1852 dans les Côtes du Nord, un ingénieur, ancien élève de Polytechnique et des Ponts et Chaussées. Il se nomme Fulgence Bienvenue, avec un tréma sur le U. Très tôt, il se fait remarquer par ses qualités lors de la construction de lignes pour le réseau ferroviaire en Bretagne. Un accident du travail le prive de l'usage d'un de ses membres. En plaisantant, il dit « J'ai été exproprié de mon bras gauche ». Après bien d'autres, il est chargé des plans du métropolitain et tient compte de leurs études. En 1896, il propose à la ville un nouveau projet avec 6 lignes prévues. Plus de 2000 terrassiers ont travaillé en équipe jour et nuit sur la première ligne, évacuant chaque jour 1000 mètres cubes de déblais. L'une des prouesses de Bienvenue sera la station Opéra, où viendront se croiser 3 lignes. Il a fallu enfoncer un énorme caisson métallique à 22 mètres sous la chaussée et tenir compte d'une rivière et d'un lac sous l'opéra de Charles Garnier. Une véritable poche d'eau rendant les travaux dangereux. Pendant longtemps, un énorme trou déshonora la place de l'opéra. Les premiers amateurs vont partir de la station de la Porte Maillot. Elle vient d'ouvrir. En surface, c'est une sorte de parapluie retourné ou de libellule dans le style 1900 de l'architecte Hector Guimard. On parlera du style métro. Représentant de l'art nouveau, Guimard est l'architecte de ces accès qu'on appellera les bouches de métro. Elles sont reconnaissables à leur décor floral et végétal, avec de longues tiges entrelacées en fonte à dominante courbe et de couleur verte. Ainsi, les entrées et sorties du métropolitain sont originales et reconnaissables. Dans le hall, il fait déjà plus frais et l'atmosphère a été parfumée d'une fragrance inconnue, on respire. À 13h, les premiers billets sont achetés et oblitérés. Vendu à l'unité, le billet pèse moins d'1 gramme et mesure 57 mm. Il est de couleur orange en première classe, vert et orange en seconde. Le nom de la station où il a été acheté est imprimé sur le billet. Le tarif est de 25 centimes en première, 15 en seconde. Les billets aller-retour ne sont possibles qu'en seconde classe et dans la même journée.
La voiture automotrice puise son courant électrique par un frotteur sur le 3e rail. Derrière elle, la première rame de métro parisien est prête. 3 voitures sont à quai, 2 de seconde classe au siège en bois verni, propre et confortable, une de première classe aux banquettes rembourrées de cuir brun. Les voitures, dont la caisse est en bois verni, sont très bien éclairées par 10 lampes électriques chacune. Chaque voiture peut accueillir 30 voyageurs assis et une dizaine debout dans le couloir central. La compagnie du Métropolitain possède déjà 161 voitures et dès ce jour, elle peut mettre en circulation des rames se succédant à 5 minutes d'intervalle, voire 2 minutes aux heures les plus chargées. Dans chaque compartiment, un employé veille à la fermeture des portes. La vitesse moyenne est de 25-30 km/h, mais elle peut atteindre les 40 km/h. Cette première ligne s'étend sur un peu plus de 10 km. Les passagers sont surpris. À la différence des trains, le métro roule à droite comme les tramways. Ce 19 juillet, la rame brûle certaines stations inachevées, 10 sur 18. Cette alternance d'obscurité et de lumière fascine ses premiers voyageurs et voyageuses. Ils posent des questions. Ils apprennent par exemple que c'est la localisation géographique qui détermine le nom de la station. Une rue, une place, un boulevard. En une demi-heure, on traverse Paris d'ouest en est et on se retrouve porte de Vincennes. C'est prodigieux, clament ces voyageurs qui n'oublieront jamais cette plongée dans le sous-sol, fiers comme des pionniers. Contrairement aux menaces des pessimistes, aucun tunnel ne s'est effondré, aucun voyageur n'a été asphyxié. Les dames chapeautées et portant voilette sont rassurées. Il n'y a eu aucun geste déplacé de la part d'un goujat. Du moins, personne ne s'en est plaint. Ces premiers clients du métro parisien en oublient les polémiques qui avaient violemment divisé les politiciens de tous bords, les Parisiens, les entrepreneurs, les ingénieurs, les ouvriers, les habitants de tous âges et de toutes conditions. Partisans et adversaires s'étaient affrontés depuis une vingtaine d'années. Les uns craignaient que les immeubles et les maisons ne s'effondrent à cause des travaux dans le sous-sol. C'était arrivé. Pendant les travaux d'Haussmann, on connaissait des témoins survivants de ces catastrophes. Les autres assurent que les souterrains ne sont que des cloaques chargés de miasmes, que cette atmosphère fétide sera responsable d'épidémies, et on en veut pour preuve que les premières ouvertures creusées dans le sol ont fait fuir des colonies de rats. Les uns prédisent que le métro répandra la peste, les autres que l'atmosphère sera irrespirable, et quand on apprend qu'un rail supplémentaire sera chargé d'électricité, un jeu de mots macabre circule, le métropolitain deviendra le nécropolitain. À la Chambre des députés, un parlementaire en plein délire s'était même écrié « Le métro est antinational, antimunicipal, antipatriotique, il est attentatoire à la gloire de Paris ». Des médecins craignent que le public ne soit trop près des égouts. Des ecclésiastiques supplient qu'on épargne les catacombes. Cet ossuaire municipal est dans un labyrinthe de galeries très présentes surtout dans le 14e arrondissement. En revanche, les gens de bon sens imaginaient les services que le métropolitain pourra rendre aux Parisiens et aux gens résidant en banlieue. Des économistes voient même dans ce projet un remède aux difficultés de la vie et aux embarras de la circulation avec un constat qui, 120 ans plus tard, est plus que jamais d'actualité. Écoutons l'un d'eux. Le métro, en rapprochant les distances, égalisera les conditions de la concurrence. Il produira rapidement un abaissement général des loyers. N'est-il pas non plus évident que grâce au transport en commun souterrain, tous les problèmes de l'embouteillage des rues seraient définitivement réglés dans la capitale ? Dans les années 1880-1890, des ingénieurs discutent encore sur l'idée d'un chemin de fer aérien qui, selon eux, serait plus pratique que la solution souterraine. Le réseau suivrait le cours de la Seine. Projet et contre-projet s'affrontent. Cependant, les amoureux de Paris s'indignent à l'idée de voir un jour leur ville défigurée par de nombreux viaducs. Une commission est fondée à laquelle participa, quelques mois avant sa mort en 1885, Victor Hugo. Elle doit veiller sur l'esthétique de la capitale.
Les partisans du métro aérien continuent à proposer leurs solutions, dont, en 1891, un inventeur qui imaginait une quadruple voie ferrée aérienne à 6 mètres au-dessus des ponts sur la Seine. Mais pendant ce temps, l'ingénieur Berlier a repris le projet souterrain. Le conseil municipal, lui, lutte contre les prétentions de certaines compagnies privées de chemin de fer qui cherchent le moyen de prolonger leur ligne à l'intérieur de la capitale. Le conflit prend fin en 1895. La ville de Paris aura sa compagnie de métro pour exploiter dès que possible 6 lignes sur un total de 65 km. La mise en service de cette première ligne ne peut faire oublier les gigantesques obstacles techniques qu'il a fallu surmonter, comme, par exemple, dans la zone de l'avenue Gambetta, où des sables infiltrés d'eau ont dû être asséchés, tandis qu'on redoutait l'effondrement d'anciennes carrières. Ou aussi qu'il a fallu mettre provisoirement à sec le canal Saint-Martin pour édifier un tunnel placé à 5 mètres au-dessous du fond de son lit, un incroyable exploit. Ou encore les déblais nécessaires à l'aménagement de la station Concorde, qui représente, en volume, une colline de 70 mètres de haut qui occuperait la superficie de la place de la Concorde. La Seine est un sérieux défi. Entre le Châtelet et le boulevard Saint-Michel, il faut franchir les 2 bras du fleuve. Initialement, Bienvenue devait faire passer la ligne sous le palais de l'Institut, siège des 5 académies, dont l'Académie française. Les immortels se sont plaints de ce crime de lèse-majesté. Bienvenue a été obligé de changer ses plans. 3 gigantesques caissons métalliques de 36, 38 et 43 mètres de long sur 9,60 m de large et 9 mètres de haut sont prévus pour le grand bras du fleuve. 2 autres caissons de 20 mètres de long serviront pour le petit bras de la Seine. Chacun de ces 5 appareils comporte ce qu'on appelle une chambre de travail de 1,80 m de haut. Les 3 premiers caissons qui doivent enrober les futurs tunnels sont immergés en amont du pont au Change, les 2 autres en amont du pont Saint-Michel, puis, peu à peu, enfoncés à 15 mètres dans le fond de la Seine. On déplorera 5 morts au cours de ces longues et délicates opérations. Les travaux ont révélé d'insoupçonnables trésors du passé parisien. On a mis à jour des couches géologiques, mais aussi l'histoire de l'ancienne Lutèce, avec des sarcophages, des barques, des bas-reliefs et même des ossements de mammouth. Encadrés par les ingénieurs, des missions archéologiques ont été organisées. Mais déjà, Fulgence Bienvenue travaille à une autre ligne qui traversera Paris avec les travaux de la compagnie Nord-Sud. Elle reliera Montmartre à Montparnasse. Cette ligne, elle aussi, passera sous le lit de la Seine. Paris continue d'être un chantier permanent. Les cochers de fiacre, les actionnaires des compagnies de tramway à chevaux et les marchands des 4 saisons sont furieux, leur clientèle se fait rare. À mesure que les ouvriers creusent, la tranchée est soutenue par des coffrages en planches. Puis, la voûte du tunnel est exécutée en maçonnerie. En décembre 1899, un effondrement se produit entre l'avenue de Friedland et les Champs-Élysées. La faille mesure 50 mètres de long sur 15 de large. La chaussée dégringole entraînant des arbres et des becs de gaz. 2 passants sont blessés, mais les terrassiers ont pu se mettre à l'abri. Les polémiques reprennent, alimentées par la presse. Dans tel journal, on annonce que les voyageurs seront asphyxiés. Dans un autre, on est sûr que les pickpockets profiteront de l'obscurité. On ne prévoit que des calamités. Un journaliste décrit une des futures stations. Voici ce qu'il annonce. Figurez-vous, après être descendu à 15 mètres par un escalier glissant, entre les murs humides et sales, arrivant sur un trottoir mouillé entre un mur et des piliers dont il ne faudrait pas s'approcher, recevant les suintements d'eau de la voûte, ne pouvant vous asseoir sur les bancs humides malgré l'entretien, entrant dans des wagons ruisselants. Il ne faudrait pas être en sueur, car la mort vous attendrait à la station que vous auriez choisie pour but de votre course. Malgré ces sinistres prédictions, le métropolitain sera plébiscité. Bien sûr, comme dans tous les moyens de transport, il y aura des accidents et des tragédies, dont le drame survenu le 10 août 1903 à la suite d'un incendie entre les stations Belleville et Couronne. À cause d'une intoxication à l'oxyde de carbone, on déplorera 77 morts. Mais, et on l'a encore vérifié récemment, la vie parisienne, quelle qu'elle soit, serait beaucoup plus difficile sans le métro. Il connaîtra plusieurs évolutions.
La première classe a été supprimée en 1991. Le réseau comprend aujourd'hui 16 lignes, dont une automatique, la 14, lancée en 1998. Elle est la plus rapide avec une vitesse moyenne de 40 km/h. L'ensemble totalise 220 km, 303 stations et ces lignes sont souvent connectées à d'autres moyens de transport en commun, comme le RER et le tramway. Les couloirs du métro s'étendent sur 150 km. La station la plus fréquentée est la gare du Nord, avec près de 50 millions de voyageurs par an. Le nom de Bienvenue, qui mourra en 1936, sera honoré par la station, alors rebaptisée Montparnasse Bienvenue. Mais beaucoup de gens croient qu'il s'agit d'une formule de politesse. Si cette plongée dans l'histoire du métro vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes. Il a été réalisé par Guillaume Vassaux et Laurent Sirgui. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou vos plateformes habituelles d'écoute.